Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. L'équipe de Naya TV est à Banganté, à l'Université des Montagnes, qui fête ses 20 ans en octobre 2020. Au commencement était une université avec une faculté de médecine de 43 étudiants. L'UDM a grandi, s'est ouverte à d'autres disciplines et accueille aujourd'hui près de 2500 étudiants. Nous voici à Banganté, nous voici donc à l'Université des Montagnes avec son nouveau président, le professeur Charles Awana Onana, qui nous accueille bien entouré par ses étudiants. Merci pour cet accueil très chaleureux dans cette université. Professeur Charles Awana Onana, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre université pour cette émission. Vous, en janvier 2020, vous êtes devenu le nouveau président de l'Université des Montagnes à Banganté, ou alors plus précisément à Banékane, pour ceux qui voudraient être des puristes. Alors, comment appréciez-vous vos premiers pas dans cette université? Écoutez, c'est un immense plaisir de me retrouver à Banganté, dans une université privée, avec de nouveaux challenges, avec de nouvelles visions, avec une nouvelle perspective, et en tout cas avec l'ambition de donner à notre jeunesse une nouvelle vision de l'avenir, un nouveau profil de formation. Et c'est ça, bien pour ça que je suis à Banganté. Alors, vous avez été pendant de nombreuses années le directeur de l'École nationale polytechnique. Alors, aujourd'hui, à l'Université des Montagnes, qu'est-ce qui change? Ou alors, quels sont les points communs de ces deux institutions, institutions? S'il faut aller jusqu'à ce niveau de détail, je veux dire que j'ai été recruté à l'école polytechnique comme enseignant au département de mathématiques et d'informatique. J'ai fait carrière, je suis devenu directeur de l'Institut universitaire de technologie de Douala, à l'Université de Douala, à la création. Donc j'ai créé cet institut. Je suis revenu à l'École nationale supérieure polytechnique comme directeur, où j'ai passé 14 ans comme directeur, avant d'être affecté comme doyen de la faculté des sciences dans la même université de Yaoundé 1, et de repartir à Douala comme vice-recteur, toujours auprès de l'Université de Douala. J'ai donc accumulé une certaine expérience, y compris en termes d'organisation des formations, travail avec les bailleurs, financement, organisation de la recherche. Et c'est bien tout cela qui m'amène aujourd'hui à Banganté. Et j'espère qu'en fin de course, nous aurons un tout autre profil de cette université que je voudrais être transformée en plus grande de l'Afrique centrale. Alors, je l'ai dit en introduisant cette émission, au commencement était une faculté de médecine avec à peine 50 étudiants. Aujourd'hui, l'université a multiplié des filières, l'Université des Montagnes. Oui. Absolument. Vous savez, on dit bien Université des Montagnes, on ne dit pas École de médecine des montagnes. Donc une université, c'est une université. Derrière université, il y a universalité. Nous allons donc créer de nouvelles filières, par exemple dans tout ce qui concerne la technologie, dans tout ce qui concerne les sciences, y compris fondamentales, y compris sociales. Nous allons créer des filières dans tout ce qui concerne l'agronomie, le vétérinaria. Nous allons insister beaucoup sur tout ce qui concerne l'informatique, les technologies de l'information et de la communication. Et je pense que, puisque nous avons une filière très particulière qui est celle de l'architecture, celle de l'urbanisme, il faut savoir que nous parlons de vivre ensemble et ces deux filières sont effectivement des filières de vivre ensemble qui modélisent notre façon d'interagir au sein de la société, dans nos quartiers où nous vivons. Eh bien, nous allons mettre un accent tout particulier dans ces deux filières-là pour les transformer en filières d'élite. Alors, est-ce qu'en multipliant autant de formations dans cette université, en ratissant autant l'âge, on ne prend pas le risque de faire perdre à cette université son identité? Je reviens sur ce que je vous ai dit, il s'agit bien d'une université, il ne s'agit pas d'une école professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir une université spécialisée? Ça n'existe plus, oui. Parce que les coûts d'une université spécialisée sont très très élevés. Et donc, nous parlons aujourd'hui, regardez toute la formation, toute la transformation qui s'est faite en France, toute la révolution, le remodelage des universités pour avoir de grands regroupements et éviter ce qui a été l'émiettement dans le passé. Vous aviez Bordeaux 1, Bordeaux 2, jusqu'à Bordeaux 12. Ça ne signifie rien aujourd'hui dans le monde. Donc on fait des grands regroupements et j'espère que l'Université des Montagnes va être capable de faire aussi les regroupements de filières pour se transformer en université technologique et professionnelle au sens moderne. Alors, on sait, professeur, qu'on se forme au Cameroun d'abord pour avoir un emploi. Est-ce que dans la formation à l'Université des Montagnes, vous tenez compte de l'employabilité?
Je pense que c'est une donne majeure, parce que sans employabilité, nous aboutissons à ce qui est en train de se passer, y compris dans notre pays, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire que sous l'effet de la massification de l'enseignement, nous ne sommes plus capables de nous occuper des étudiants, de leur accorder l'attention qu'il faut pour qu'ils puissent avoir des formations qui débouchent sur des emplois. Je pense que ce qui est conçu à l'Université des Montagnes aujourd'hui, c'est précisément cette préoccupation, mettre l'étudiant au centre, lui permettre d'avoir un avenir à travers la formation qu'il va accueillir. C'est notre mission fondamentale. Écoutez, professeur, Naya TV a passé quelque temps dans votre université à Banekan, Banganté, et nous avons promené notre micro sur votre campus. Mesdames et messieurs, je vous propose de voir ce que pensent les étudiants de leur formation à l'université. C'est au micro de Naya TV. Mon projet porte sur la supervision réseau. On a détecté avec mon encadreur qu'il arrive très souvent des pannes sur le réseau vu l'étendue du campus. Et il n'est pas souvent très facile de détecter à quel niveau se trouvent donc ces pannes. Donc ce qu'on a donc décidé de faire, c'est de mettre sur pied une plateforme qui va permettre de suivre le réseau du campus et de détecter plus facilement les pannes. Après le master, j'ai prévu de créer des projets dans la programmation des logiciels. Pour l'instant, ça va. Avec les cours de ma filière, tout se passe très bien. Comme les publicités le disent, c'est l'une des meilleures au Cameroun. Ce que je peux dire, c'est que les choses s'améliorent de façon progressive. Parce que par rapport quand j'étais en première année et à maintenant, c'est peu la même chose. Il n'y avait pas tous ces bâtiments même d'abord. Donc, je pense que les choses vont de façon progressive et encore 2 ans. Donc, je finis en 7e année avant de soutenir. Puisque je suis dans une filière doctorat, 7 ans, j'aurai mon diplôme avant de dire que je suis docteur. Après ma formation, je suis capable de fabriquer des machines et aussi de les réparer lorsqu'ils sont en panne. De faire aussi des systèmes de sécurité dans des maisons ou d'automatiser les systèmes. L'ingénierie biomécanique, c'est un peu le carrefour de l'ingénierie, puisque là, on trouve l'énergie renouvelable, la mécanique et un peu toute l'ingénierie. I am very much fulfilled and accomplished, and I'm happy for what I got as a result of the efforts I put in. It will be definitely to look for a job, something I can rely on. Studying in Banganté was very challenging, given that it was a new environment for me. For studies, we advise people to come to Banganté because it's actually going to be a place to be if you actually want to study. Yes, I think it's very conducive. Le complexe des métiers et des professions de montagne est un centre de formation professionnelle. Nous formons les jeunes dans des métiers bien précis, à l'apprentissage d'un métier et dans un délai aussi assez réduit. Présentement, au centre, nous formons les jeunes en énergie renouvelable et électricité du bâtiment. En dehors des métiers sur les énergies renouvelables, nous envisageons de faire le métier au niveau de la transformation agro. Technologue, technicien en transformation des denrées agroalimentaires et plomberie, génie civil, la maçonnerie, bon, d'autres métiers. Surtout, nous nous orientons beaucoup plus vers les métiers d'ordre un peu porteurs. Il faut savoir que le monde socio-professionnel n'est pas évident. Vous voyez, les soutenances viennent de se terminer. Oui, ils ont eu des bonnes mentions, mais est-ce qu'ils auront le travail ? Directement, souvent, ce n'est pas assez évident d'avoir le travail. Donc, ce que j'aimerais, c'est que le pays fasse en sorte qu'il y ait une insertion socio-professionnelle plus grande pour plusieurs personnes. Par exemple, au concours d'intégration, qu'il y ait plus de place. Qu'il y ait plus de place aussi. Et que même l'université puisse pistonner, je sais pas, avoir des cadres qui peuvent proposer leurs étudiants après la formation. Parce que, en fait, c'est ça l'important. On a beau avoir des notes, mais il faut bien trouver le gagne-pain. Nous sommes déjà premiers employeurs de nos diplômés, que nous avons recrutés depuis la première promotion. Nos propres produits. Vous voyez, quand je consomme mon produit, ça veut dire qu'effectivement, j'en ai besoin, comme l'autre en a besoin. Donc il faut dire ici que les filières qui sont choisies permettent aux étudiants soit déjà de s'insérer dans les entreprises, soit de créer leur propre entreprise. À partir des années suivantes, prochaines, nous allons créer un cadre qui permettra aux étudiants qui ont des bonnes idées de lancer effectivement leur entreprise. Ce qui permettra de créer autour de l'université effectivement un environnement
qui permettra déjà aux étudiants de s'insérer là-bas avant d'aller déporter leur entreprise, aller déployer ailleurs. Donc, côté employabilité, il n'y a aucun problème. Alors, comme vous avez pu le voir, professeur, vos étudiants sont globalement satisfaits de leur formation à l'Université des Montagnes, mais il y a une angoisse qui demeure quand même, c'est l'emploi. Est-ce qu'ils vont finir par trouver un emploi au sortir de cette université? Les parents se saignent quand même des 80 pour les envoyer dans cette université-là, dont c'est une préoccupation qui est majeure. Elle est essentielle. Elle est même existentialiste pour l'Université des Montagnes, c'est-à-dire qu'elle doit se donner, cette université, la possibilité, la chance et l'opportunité d'offrir des formations qui débouchent sur des emplois. Et comment cela va-t-il se faire? Cela va se faire en confortant la capacité de mise en œuvre technologique et professionnelle de nos étudiants à travers les formations qui sont offertes. C'est-à-dire que si nous offrons, nous proposons des formations dans le domaine des TIC, dans le domaine de l'agronomie, c'est parce que le paradigme va changer. Celui que moi, ma génération a connu, qui était de dire nous allons avoir un diplôme et nous irons travailler à la fonction publique, va disparaître. C'est la donne des temps, ce n'est pas un choix, ça va disparaître. Ce qui va apparaître aujourd'hui et qui va émerger et qui sera la force du futur, c'est la capacité de créer. Et je crois que cette capacité de créer est tributaire de la formation qui est conférée dès le début à l'étudiant. Ne pas l'amener à faire du bachotage, l'amener à construire, l'amener à utiliser sa capacité d'apprentissage personnel pour résoudre des problèmes. C'est là que nous allons insister au niveau de cette pédagogie nouvelle que nous allons mettre en place à l'Université des Montagnes. Nous n'allons pas insister sur les diplômes, nous insisterons beaucoup sur des certifications qui sont la garantie que dans tel domaine pointu, un étudiant est capable d'émerger au plan international. Alors, vous êtes dans le système LMD, licence, master, doctorat. Est-ce qu'une université comme la vôtre ne gagnerait pas à multiplier des formations courtes qui mettent un accent sur le know-how plutôt que des diplômes? Absolument. Vous revenez donc sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le diplôme en lui-même n'a que peu de valeur finalement, quoi. Et ça nous vient de partout. Rien qu'au Cameroun, nous avons des centaines et des centaines de diplômés, des milliers, je vais dire, chaque année, qui sont dans le système LMD, sans pour autant que nous puissions garantir que ces diplômes correspondent à une véritable capacité de mise en œuvre technologique professionnelle. Donc, les choix que nous allons opérer à l'UDM permettent à l'étudiant d'avoir une double compétence, c'est ce que je suis venu faire, permettre que les jeudis matins, par exemple, l'étudiant apprenne autre chose que sa spécialité de base, complètement autre chose. Donc, il peut se mettre dans l'apprentissage d'un outil informatique, dans la CAO, DAO, mais aussi dans l'élevage du porc, mais aussi dans l'agriculture, mais en tout cas, ce qui n'est pas de sa filière. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient apprendre, par exemple, la chirurgie dentaire, vous lui faites faire une formation... Complètement autre chose. Oui. Il peut se mettre dans l'apiculture, mais en tout cas, complètement autre chose. Vous savez, parce que c'est cette pluridimensionnalité qui va prévaloir dans l'avenir. C'est cette capacité de résoudre des problèmes autres que ceux pour lesquels on a réellement été formé qui donne la chance à l'étudiant devenu professionnel d'émerger. Et je pense qu'en la matière, la formation devient simplement une fondation sur laquelle l'étudiant s'assoit pour bâtir son avenir. Alors, nous sommes ici à Banganté, professeur, et de nombreux jeunes se sont lancés, par exemple, dans l'agriculture, la tomate, les pastèques et un certain nombre d'autres cultures. Ça marche plutôt bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une niche de formation assez importante? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de ces jeunes font l'agriculture un peu comme M. Jourdain qui faisait la prose sans le savoir. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent fondamentalement que l'agriculture est le socle sur lequel va se bâtir le pays. Voilà. Alors donc à Bané-Kané, ce que nous avons commencé à faire, c'est l'agriculture véritablement de seconde génération. Amener les étudiants à voir comment on travaille le tracteur, comment on utilise les TIC dans le domaine de l'agronomie, comment est-ce qu'on fait du traitement d'image lorsqu'on a une exploitation agricole de grande dimension. En fait, amener ces jeunes à quitter de l'agriculture du modèle qu'ils ont vu dans leur village, dans leur ville, à une agriculture réellement moderne, quoi, qui utilise donc
toutes ces capacités innovantes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Ce sera donc des jeunes qui vont transformer réellement le pays. Parce qu'eux, ils seront capables de questionner les pratiques qu'ils ont vues au village en venant à l'université acquérir de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes. Ils seront donc capables de transformer ce qui existe aujourd'hui dans leur environnement de départ. Alors, j'ai vu que vous avez acheté un tracteur. On l'a vu à l'œuvre dans l'enceinte de votre université. Cela participe de votre volonté de former des gens dans les techniques modernes. Absolument. Oui. Absolument. C'est l'un des premiers pas. Et donc aujourd'hui aussi, il faut savoir que nous avons fait commencer notre fameux parc agro-industriel. Il a démarré effectivement à Bané-Kané. Nous allons avoir une exploitation agricole de 15 hectares, mais l'objectif c'est bien 250 hectares, nous sommes d'accord. Et à partir de là, un étudiant aura vu la dimension. Tout comme lorsque nous parlons d'un architecte, il ne faut pas l'amener à faire une petite villa, il faut l'amener à designer un complexe, à voir la dimension des choses telles qu'on la voit au Japon, aux États-Unis, en Russie, en Chine. C'est là le défi. Le défi n'est pas pour eux de dessiner là, une petite maison d'habitation quelque part. Non. Je crois qu'il faut leur donner l'envergure du monde. Et ce monde-là est compétitif, il est innovant, il est exigeant. Et donc, ces étudiants doivent être prêts à faire face à leurs concurrents qui viendront de partout. C'est leur condition de survie. Je vais ajouter à cela que la formation que nous allons donner à nos étudiants, elle va tenir compte de ce que la nature est elle-même. La nature est compétition. Quand vous voyez la forêt, ce n'est rien d'autre que la compétition. Ce n'est que les espèces capables de s'adapter et de progresser qui survivent. Les autres doivent disparaître. J'espère que l'UDM va former des espèces capables de survivre, de s'adapter et de façonner même l'avenir. Alors, vous êtes à la tête de l'université depuis quelques mois seulement. L'université s'apprête en octobre prochain, octobre 2020, à fêter ses 20 ans d'existence déjà. Alors, la question qu'on aimerait vous poser, c'est qu'est-ce que vous apportez de nouveau à cette université qui existe quand même depuis 20 ans? Écoutez, d'abord, rendre un vibrant hommage à ceux qui ont conduit cette université pendant les 20 dernières années. Je crois que si nous sommes là, c'est à cause de leur travail. Maintenant, tourner l'avenir, parce que leur œuvre ne peut continuer que si nous tournons une page, que si nous modernisons ce que nous proposons aujourd'hui, que si nous adaptons les formations à la donne d'aujourd'hui. Et cette donne d'aujourd'hui, quelle que soit la filière que vous prenez, est essentiellement TIC, informatique, utilisation de l'ordinateur, utilisation des moyens informatiques. Je crois que ça va être le leitmotiv. C'est ça la nouvelle vision de l'UDM en termes de formation. D'ailleurs, en parlant de l'agronomie, il y a une filière qui me tournait à l'esprit en disant nous allons créer une filière technologie de l'information et de la communication et agronomie. Vous voyez, tout va tourner autour de technologie de l'information et agronomie. Exactement. Vous voyez, c'est ça le monde de ces étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui, eux, ils auront affaire à un monde complètement autre. Je me souviens en 1974, lorsque j'ai commencé mes études universitaires, ça fait quand même un certain temps, quoi. Alors, l'ordinateur que j'avais à l'université de Moscou était grand comme ce bâtiment, mais 1000 fois ou 10 000 fois moins puissant que l'Android que vous avez entre vos mains aujourd'hui. Mais pourtant, c'est en utilisant cet ordinateur, en partant de là, en approfondissant la recherche et le développement, que nous sommes arrivés à voir ce que nous avons aujourd'hui. Regardons l'UDM comme un processus évolutif qui va se perfectionner, qui va avoir des défis. Et je crois aussi que si nous sommes là, c'est pour relever ces défis. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'université il n'y a pas très longtemps. Vous rendiez hommage à vos prédécesseurs tout à l'heure. Justement, quels sont vos rapports avec ce qu'on peut considérer comme les Founding Fathers de l'Université des Montagnes? Comment ça se passe, la collaboration? C'est pour moi de grands exemples. Vous voyez, la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui l'AED, qui a créé l'Université de Montagne, est fascinante. Et pour un pays qui veut se développer, je crois que l'une des missions que j'ai à l'Université de Montagne, c'est expliquer à tous ceux qui veulent comprendre ce que c'est que cette construction qui a permis de mettre en place l'Université des Montagnes. Et cette université qui va se développer. Je crois que ces modèles sont absolument indispensables si nous voulons avoir une université efficace et si nous voulons que d'autres régions du Cameroun, d'autres Camerounais se mettent ensemble pour créer, proposer autre chose que ce que le gouvernement met en place. L'AED servira de grand modèle pour cela. Alors, il y a un concept qui vous est cher, ce concept-là, c'est l'université entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est, professeur? Moi qui viens des universités publiques, qui ai fait toute ma carrière dans les universités publiques, j'ai remarqué une première phase.
pendant les années 80, la difficulté que nous avions, c'était que tout le financement venait de l'État. Ben, vous vous souvenez des années 91, 92, 93, ça a été le grand soulèvement, disons-le comme ça, quoi. Il y a eu vraiment un soulèvement parce que l'université de Yaoundé, à l'époque, on disait université de Yaoundé, avait atteint le cap de 40 000 étudiants. C'était plus gérable. Ça a étouffé. On a donc créé du coup 6 nouvelles universités, que je ne vais pas citer, mais on les a créées ce jour-là. Ayant créé ces universités, on a institué le financement par les bénéficiaires. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire le paiement des droits universitaires, qui n'existait pratiquement pas avant. Ça veut donc dire que l'État comprend lui-même qu'il y a besoin d'avoir d'autres sources de financement pour soutenir les universités. La preuve est là. Donc, l'université ne doit pas seulement compter sur le fait que les étudiants paieront les droits universitaires. Et une université entrepreneuriale, c'est celle qui est capable de générer ses ressources autre que par les étudiants, par les droits des étudiants. Cela va se faire par du service, cela va se faire par des parcs agro-industriels, cela va se faire par l'innovation et dans tous les sens, y compris donc dans les domaines des TIC, y compris dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture, y compris dans les domaines de la culture, parce que la culture aujourd'hui, pour la soutenir, ne passe que par les TIC et l'informatique. En clair, votre université va avoir de l'argent, non pas seulement avec les droits universitaires, mais vous allez créer des activités qui permettent de faire rentrer de l'argent dans l'université. Avec la participation des étudiants, ou alors c'est essentiellement des projets qui sont à part? Vous savez, pour les gens de ma génération, nous avons étudié en Europe. Et comment nous complétions nos fins de mois? En allant laver les plats dans les restaurants, en allant faire la plonge, en lavant les véhicules, toutes sortes de petits services qu'on mettait à notre disposition pour nous soutenir, quoi. Pendant les vacances, j'en connais qui allaient dans les plantations de pommes de terre, qui allaient cueillir des olives. Tout ça, on a fait tous ces métiers-là. Et on est devenu qui médecin, qui avocat, qui professeur, et tout ce que vous voulez. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un étudiant de l'UDM ne peut pas faire des jobs dans notre parc industriel. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons aller faire appel à une société extérieure pour venir laver les salles de classe, alors que les étudiants ont tout le matériel et qu'ils peuvent effectivement être rémunérés pour ça. Moi, en tout cas, de la très grande vieille génération qui n'a pas connu les TIC véritablement en termes de formation, bien que je sois, je vais dire, ma spécialité, c'est modélisation mathématique et calcul scientifique qui se fait à travers les ordinateurs, mais ça n'a rien à voir avec les ordinateurs que nous voyons que les jeunes utilisent aujourd'hui, qui sont des Android à portée de main. Eh bien, je trouve donc que ces étudiants doivent faire autre chose, doivent s'impliquer dans les projets, apprendre à faire de l'apiculture, apprendre à laver les bâtiments, apprendre à nettoyer le campus, apprendre à conduire un tracteur, et que l'université doit rémunérer ces services. Ça, c'est mon leitmotiv. Alors, vous êtes mathématicien, professeur Charles Awana, mais vous manipulez les concepts, vous aimez les mots. Et un autre concept qui vous est cher, c'est l'université d'un nouveau genre. C'est quoi ça? Alors voilà, l'université d'un nouveau genre, c'est celle qui se met à l'écoute. Ce que nous avons connu jusqu'à présent, c'est que, voilà, je viens de l'université de professeur, je viens de l'université de Jakarta, je viens de l'université de Washington, eh bien je reproduis le modèle que j'ai vu là-bas. Parce qu'il m'a plu, j'ai été aux États-Unis, c'est un bon modèle qui m'a plu et je le réplique au Cameroun. Non, je crois que l'université d'un nouveau genre, c'est celle qui part de ce que nous avons appris au Cameroun. Et ce que nous avons appris au Cameroun, c'est qu'il y a des priorités de l'État, il y a les priorités de notre nation, de notre société. Elle doit, cette université, tenir compte de ces priorités et former les jeunes pour qu'ils résolvent les problèmes qui découlent de ces priorités. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Plus question, à mon avis, lorsque nous étions plus jeunes, on disait baccalauréat C, c'était donc les férus de mathématiques. Baccalauréat A4, c'était les férus de philosophie ou de lettres, quoi. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous avez des enfants qui sont à 40% mathématiciens, 28% informaticiens, 12% littéraires. Ils sont là au milieu. Comment vous les classez? L'université d'un nouveau genre, c'est celle qui permet à ces jeunes-là de trouver leur voie. Il y en a plusieurs voies. Il n'y a pas de voie unique. C'est celle qui offre beaucoup de débouchés en fonction de ce que demande la société. J'espère que nous allons arriver à mettre en place ces concepts à Baneka. Est-ce que vous avez le sentiment que vos étudiants adhèrent à cette vision que vous voulez impulser à l'Université des Montagnes? J'ai l'impression, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la verticalité dans la relation président-étudiant n'existe plus. Ouais. Elle s'est démodée.
C'est démodé. Si on est au service... Donc vous avez complètement cassé le modèle top-down. Non, complètement. C'était mon rêve depuis la nuit des temps. Vous voyez, j'arrive à Banekane. Maintenant, quand j'arrive avec mon vieux taco, au moment de partir, un étudiant me stoppe, il va aller en ville, je m'arrête et je le prends. Il n'y a plus ce genre de choses. Le président porte un étudiant. Ah ben oui, et puis je le conduis en ville, il n'y a pas de souci, on discute en chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de verticalité. C'est la communication, c'est le partage des concepts, c'est l'écoute de l'étudiant. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ci? Et même la carte d'étudiant de formation que nous avons proposée, je vais vous dire, nous l'avons discuté longuement avec les étudiants. Pas seulement d'ailleurs ceux de Banekane. Je me souviens avoir consulté les étudiants de Polytech, de Douala, de Yaoundé 1, pour dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Et c'est aussi ces réactions-là qui sont importantes. Parce que sinon, vous arrivez à une situation où vous créez un monde artificiel qui n'existe pas, dont personne ne veut, mais dont vous êtes convaincu qu'il est le bon. C'est ça qu'on appelle être démodé. Je vous propose, professeur, de prendre juste une petite pause et nous revenons pour la suite de cet entretien. Mesdames et messieurs, notre invité, c'est le professeur Charles Awana Onana. Il est le président de l'Université des Montagnes à Banganté. Pulp of our forests. Tiof is a derivative of pure cellulose wedding. A handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade by us for Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité, le professeur Charles Awana, qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans cette émission. Je rappelle que c'est le président de l'Université des Montagnes. Alors, professeur, vous n'avez pas beaucoup parlé de coopération. Alors, est-ce que l'Université des Montagnes fonctionne essentiellement repliée sur elle-même ou alors vous travaillez à une plus grande coopération avec les autres universités du monde? Les grandes universités, c'est également leur capacité à pouvoir interagir avec d'autres, non? Absolument. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, ce n'est plus une université isolée, c'est des partenariats. Oui. Ces partenariats sont d'ailleurs poussés pour qu'on puisse avoir parfois des doubles diplômes avec d'autres universités, des co-diplômes, et en tout cas pour qu'on puisse avoir des mobilités, échange de professeurs, échange de chercheurs. C'est ça la définition aujourd'hui de l'université moderne. Et l'Université des Montagnes, dès mon arrivée, la première chose, le premier projet que j'ai soumis à l'Union européenne, on verra les résultats, c'est très compétitif. C'est justement un projet de mobilité intra-africaine.
C'est-à-dire qu'on puisse, avec le réseau d'universités que j'ai constitué autour de l'Université des montagnes, donc l'Université de Douala, l'Université de Nsouka au Nigeria, l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université de Kairouan en Tunisie et l'Université Moi au Kenya, eh bien, nous avons constitué un réseau pour soumettre un projet de mobilité qui va permettre que nos étudiants, certains en tout cas, aillent par exemple à Nairobi, pendant que les Tunisiens arrivent au Cameroun, pendant que les Sénégalais vont en Zambie ou quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez, c'est des échanges comme ça, à condition que personne ne reste chez lui. C'est-à-dire un Camerounais ne peut pas rester au Cameroun. Et donc, le projet consiste à trouver des fonds pour faciliter ces mobilités. Il faut dire que je ne suis pas nouveau dans ce type de projet, j'en coordonne déjà plusieurs. Oui. Alors, et avec les entreprises maintenant, parce qu'en fin de compte, il faut, certes, on espère que des étudiants créent leurs propres entreprises, mais il faut également que des entreprises aspirent les étudiants que vous formez. Est-ce que vous créez des partenariats avec des entreprises dans la perspective de l'emploi de vos étudiants? Absolument. Déjà, il faut savoir que nous n'allons plus autoriser que les formations se déroulent à l'UDM sans qu'il y ait le parrainage d'une entreprise. Ça, c'est fini. Expliquez, professeur. C'est-à-dire que lorsque nous avons une formation, par exemple, parlons d'agronomie, eh bien, nous allons veiller à ce qu'il y ait donc autour de cette formation-là une espèce de conseil d'orientation de la formation. Oui. Dans ce conseil d'orientation, vous aurez des universitaires, des professionnels, des entreprises. Et c'est ça qui garantit que ce qui est enseigné aux étudiants est effectivement reconnu par le monde professionnel et puis qu'ils valident le curricula qui est proposé aux étudiants et que ces étudiants auront une facilité pour trouver un des stages, deux des emplois. Alors la rentrée c'est bientôt. Quelles sont les innovations que vous allez apporter à la rentrée prochaine à l'Université Montagne? Déjà commençons par les questions de gouvernance, les questions générales de gouvernance. Comme je vous ai dit, le fait d'être dans une université privée vous oblige quasiment à voir les questions de gouvernance de manière différente. Il n'y a pas le président perché là-bas au 10e étage et les étudiants en salle de classe et les personnels enseignants ou bien administratifs sous la table. Non, c'est un collège, c'est un ensemble cohérent où les gens doivent apprendre à se parler, doivent apprendre à construire ensemble et doivent apprendre à relever les défis ensemble. Ce n'est pas les défis du président, c'est les défis de la communauté universitaire. Donc ça, c'est la première innovation. Dit comme ça paraît simple, mais ça vient casser des esprits séculaires où vous dites « Ah, monsieur le professeur, voilà, monsieur le président, qui ne salue jamais personne, qui ne respire même pas, qui passe... » Vous voyez un peu, quoi. Donc non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Une grande expérience dans le domaine du secteur public m'a appris à comprendre que ça ne produisait pas. Ça ne produisait autre chose que de l'orgueil. Et l'orgueil n'est pas le meilleur conseiller pour avancer les choses. Voilà, ça c'est la première chose. En matière de formation, nous allons insister énormément sur des innovations majeures dans le domaine. Par exemple, nous allons créer une faculté de TIC. Nous allons revoir complètement ce qui se passe aujourd'hui en faculté des sciences et technologies en introduisant des filières nouvelles, très ouvertes, la cartographie, par exemple, tout ce qui tourne autour de la cartographie basée sur les TIC, tout ce qui est digital dans le domaine de l'Institut des études africaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dit comme ça, on dit par exemple, nous sommes aujourd'hui à Banekane, à Banganté, dans le département du Ndé, dans la région de... Il y a une culture là-bas. Il y a une culture qui se manifeste de mille et une façons, dans l'habitat, dans la façon de porter, de se vêtir. Mais si vous voulez diversifier cette culture-là, si vous voulez l'enrichir avec de nouveaux modèles, vous êtes obligé de passer par des techniques informatiques. Et donc, en réalité, l'Institut des études africaines est un institut d'informatique appliquée. Ah oui. Et c'est là que vous allez, par exemple, prendre le mode vestimentaire et montrer qu'on peut concevoir à partir de là toute une infinité de gammes de vêtements et même faire des défilés. Je rêve de ça en tout cas. C'est très ambitieux, professeur. Alors, mais il reste quand même que j'ai discuté avec vos étudiants qui estiment que la formation est quand même un peu chère, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Ben oui, c'est normal que les étudiants le disent, mais essayons de regarder ce qui se passe dans le monde. Oui. Voilà. Nous avons l'habitude, quand nous allons sur le net, on regarde le classement des plus grandes universités. Alors vous avez le Harvard, MIT, Princeton, ces gars-là. Mais quand vous dites MIT, c'est 50 millions de francs CFA par an. 50 millions? Oui. Quand vous dites, par exemple, moi qui ai été directeur de l'école polytechnique de Yaoundé, j'étais en partenariat étroit avec l'école polytechnique de Paris. D'accord.
Mais vous voyez, je vais vous le donner le chiffre. Mon budget à l'école polytechnique avec 1200 étudiants avoisinait le 1,5 milliard. Et c'était considéré comme l'élite, quoi. C'est-à-dire c'était un bon budget. Mais si vous divisez par 1500 étudiants, ça fait 1 million de francs CFA par étudiant et par an pour le fonctionnement de l'école polytechnique de Yaoundé à mon époque. Sur ce million-là, l'étudiant payait 950 000 et donc l'État subventionnait le fonctionnement à concurrence de... l'étudiant payait 50 000 et l'État subventionnait donc à concurrence de 950 000. C'était ça. Alors, le partenariat que je mettais, mon partenaire en face de l'école polytechnique de Paris, alors là-bas, le coût annuel par étudiant était de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est-à-dire 65 millions de francs CFA. Oui, les bonnes choses ont un coût. Les bonnes choses, il ne faut pas s'y tromper. Et les étudiants doivent comprendre aujourd'hui que la formation est un investissement. Comme à l'époque, à mon époque, un parent se levait et dit « Ah non, mais je suis riche, je vais laisser des bâtiments à mes enfants. » Mais on a tous compris qu'il ne faut même pas essayer de le faire parce que ça dégénère, il y a des bagarres, c'est les avocats qui s'enrichissent. Il vaut mieux investir dans leur formation. Il vaut mieux investir dans leur formation. Et sur ce coup-là, je crois qu'ils doivent tous comprendre que si nous voulons avoir de l'ambition pour notre université, nous devons mettre les choses à leur vrai coût. Sinon, eh bien, ça va être ce que vous voyez aujourd'hui. Les Chinois nous ont montré que chacun peut acheter un pantalon jean. Il y en a qui sont à 1000 francs. Il y en a qui sont à 2000. Mais il y a jean et jean. Hein? Mais il y a jean et jean. Oui. Il y a donc université et université. Je ne vous ai pas vu venir avec ce parallèle, professeur. Alors, vous parliez de MIT tout à l'heure, parlons-en. Eh bien, dans le dernier classement des meilleures universités à travers le monde, la Massachusetts Institute of Technology, MIT, à Cambridge, aux États-Unis, arrive largement devant les autres universités. Voilà. Et sur 1000 universités classées, il n'y en a que 13 qui viennent d'Afrique, notamment d'Égypte, d'Afrique du Sud. Et ceux qui ont fait le classement ne savent même pas qu'il y a les universités au Cameroun. C'est ça. C'est tout ce que je vous ai dit qui se manifeste de cette façon-là. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est sur quoi qu'on base le classement d'une université? Dites-le nous. Sur la qualité des étudiants que vous formez. Donc le critère d'employabilité est fondamental. Vous formez des étudiants, est-ce qu'ils trouvent de l'emploi? Est-ce qu'ils sont capables de changer la société dans laquelle ils vivent? S'ils sont capables de le faire, ça veut dire que l'université a donné une bonne formation. Ça, c'est d'un. De deux, s'ils sont capables de changer l'environnement dans lequel ils vivent. Ça, c'est essentiel. Ouais. OK? S'ils ne sont pas capables de questionner, et c'est là le problème du Cameroun. Vous formez un jeune, il devient ingénieur agronome. Mais en fait, les méthodes que vous lui enseignez à l'université sont celles qu'il voit déjà à Bangou, chez son père, chez son grand-père. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, quand il sort avec un diplôme d'ingénieur, il n'est pas capable de questionner la société. Et donc, du coup, la formation a donc raté. Vous voyez, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la capacité de créer la connaissance. On appelle la recherche. OK? Quelles sont les contributions majeures de vos enseignants qui sont à l'université? Et là aussi, il y a un problème de fond. Parce que cette capacité de créer la connaissance dépend de la qualité des hommes que vous recrutez, mais aussi de la qualité des infrastructures que vous mettez à leur disposition et de la capacité de ces hommes à trouver des financements structurants pour conduire des projets de recherche, quoi. Là, il y a un autre problème très important. Le troisième critère, c'est l'attractivité. Vous voyez, nous, Camerounais surtout, nous avons une tendance à l'égocentrisme. Nous, c'est notre affaire, on est les meilleurs. Roger Mila, Eto'o-Fils, tout ça, on est les meilleurs du monde. Mais c'est faux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Barcelone n'est pas une équipe des Espagnols, c'est une équipe espagnole. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? C'est-à-dire que là-dedans, vous trouvez un Camerounais, Eto'o-Fils, vous trouvez un Malien tel, vous trouvez un Argentin tel. Vous voyez, on prend les meilleurs du monde. Moi, je rêve d'une université des montagnes qui recrute les meilleurs étudiants du continent. Je rêve d'une université qui met ses étudiants en contact avec les autres, les Chinois, les Japonais, les Français. Et c'est là que l'étudiant devient non pas quelqu'un qu'on a isolé quelque part dans une petite zone rurale, mais quelqu'un qui est connecté à son monde et qui peut relever les défis du monde.
Ça, c'est aussi un indicateur très pertinent pour classer les universités. Les universités camerounaises souffrent donc du fait général qu'elles ont en main à gérer des massifications d'étudiants. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais par exemple doyen de la faculté des sciences, il y avait en chimie, en biologie, des choses comme ça, 5 000, 6 000 étudiants. Comment vous gérez ça dans un département? Ils vont aller au professeur. Voilà, c'était la question. Oui. C'était la question. Ils vont où? Ils vont quoi? Et vous leur donnez un enseignement qui date d'il y a 40 ans de masse. Vous voyez un peu quoi? C'est ça le truc. Donc nous devons maintenant, et c'est là que l'Université des Montagnes va trouver sa place, elle doit proposer des formations pointues, en phase avec ce que demande la société, mais en même temps s'assurer que nos étudiants ont effectivement très bien été encadrés. Ce n'est pas 1000 étudiants dans un amphi, c'est des groupes qui peuvent avoir 12 étudiants. Je voudrais donner l'exemple d'un centre d'excellence. Lorsque j'étais au collège Vogt, en terminale, nous étions 9, en terminale C. C'était en quelle année, professeur? Ça fait une éternité. Le Cameroun a grandi entre-temps. Le Cameroun a grandi. Il y avait à peine 10 millions d'habitants. Ben oui, c'est-à-dire que c'était en 1974 quand je faisais ma terminale. Mais c'est ça le centre d'excellence. Autour de 7 millions d'habitants. Oui, mais vous voyez, le budget de l'État n'était pas celui qu'il est aujourd'hui non plus. Donc ça veut dire que quelque part, l'État ne peut plus faire. Et donc le privé doit maintenant proposer des centres d'excellence. Il doit intervenir, proposer autre chose. C'est ça qui fonde l'existence même de l'UDM. Et nous devons accompagner cette UDM pour qu'elle soit un centre d'excellence. Un centre d'excellence, c'est une université capable de proposer des formations structurantes, y compris en partenariat avec plusieurs autres universités. C'est une université qui excelle dans des projets de recherche structurants, parce que ces projets de recherche changent la mentalité de la société et même complètement l'environnement physique. C'est une université, enfin, qui est capable de proposer aux étudiants une voie d'avenir. Vous comprenez que derrière ces ambitions, il y a le CFA qui va émerger. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez des caractéristiques des grandes universités au monde. C'est la qualité également des enseignants qui apportent quelque chose de nouveau à la science. Et là, vous jetez une pierre dans votre propre camp, professeur. C'est-à-dire qu'en dehors de, sans être méchant, en dehors de se bomber les torses avec des grades et tout ça, on peine à voir ce que les professeurs d'université au Cameroun apportent à la science. Exactement. Oui. Et je ne pense pas qu'il soit faux de le dire ou de le reconnaître, quoi. Parce que si on ne le reconnaît pas, on ne changera pas. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes professeurs pour enseigner d'abord, pour passer le bon message à l'étudiant. Quand vous lui enseignez ce que c'est que tel ou tel concept, il doit sortir de là en disant « j'ai bien compris ». S'il a compris, ça veut dire qu'il sera capable lui aussi de transmettre ça un jour de la meilleure façon avec les technologies de son temps. Nous avons donc le sentiment aujourd'hui que partout dans nos universités, à cause de ce phénomène de massification que nous n'avons pas joué, nous n'avons pas pu gérer et qui est partout dans le monde. Nous ne jetons pas une pierre sur le Cameroun seulement. La massification concerne tous les États du monde. Et elle a fait des ravages dernièrement. Vous avez vu, le Canada a triplé les droits de scolarité. C'est la massification. L'Angleterre a triplé. Et pourquoi c'est arrivé? Tout simplement parce que pendant des décennies, les étudiants du Moyen-Orient, très très riches, et les étudiants asiatiques inondaient les universités américaines, anglaises, européennes. Oui, mais en ce moment, les Anglais sont inquiets parce que les étudiants chinois pourraient ne plus venir. Imaginez-vous ce qui va arriver. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, par rapport à ça, nous devons maintenant nous poser la question que comment est-ce que le professeur, quelle est maintenant la place du professeur dans la pédagogie? Étant entendu que l'enfant a un iPhone, il a un Android, il peut taper, je vais dire, espace vectoriel, aller dedans et voir une multitude de PDF qui expliquent ce qu'on appelle espace vectoriel. Si tel est le cas, quelle est la place de l'enseignant? Est-ce que l'enseignant, c'est encore celui qui comprend tout, qui connaît tout et qui se met au tableau pour imposer sa loi? Ou alors c'est celui qui accompagne les étudiants pour acquérir et comprendre les connaissances qui de toute façon sont disponibles sur Internet et dans d'autres bases de données? C'est là le défi que se posent beaucoup d'universités aujourd'hui. Et je crois que la réponse sera celle de dire la première mission d'une université, c'est l'enseignement. Voilà, donc pour vous, professeur, le problème des universités aujourd'hui, c'est cette massification dans la formation. Et donc vous plaidez pour une formation plus élitiste?
Je ne dirais pas plus élitiste, je dirais, je plaide tout simplement pour que les gens comprennent qu'on s'est appuyé sur le secteur public, sur l'État en particulier pour développer les universités, que cet État ne peut pas, celui du Cameroun ne peut pas, mais celui du Tchad ne peut pas, celui de France ne peut pas. Le secteur privé doit maintenant jouer un rôle. Et à partir du moment où le secteur privé intervient pour élargir l'offre de formation, en ce moment-là, les logiques en matière de finances changent, les logiques en matière de recherche et de formation changent. Une université privée aura tendance à dire « j'interviens dans la recherche parce qu'à court terme, je vois ce que ça va me rapporter ». Alors que l'État peut se lancer dans des projets très long-termistes, parfois même qui perdent de vue l'objectif poursuivi. L'Université des Montagnes, dont vous êtes le président, fête ses 20 ans en octobre 2020. Comment voyez-vous cette université? Comment vous la projetez dans 20 ans? Écoutez, dans 20 ans déjà, j'espère que celui qui sera assis devant vous dans 20 ans se souviendra de Charles Awono, disant qu'il avait promis quelque chose qui s'est réalisé. Donc je vois une université effectivement devenue bien mature. 40 ans d'existence, c'est déjà qu'on est devenu adulte. Je vois donc une université adulte. Je vois une université de formation d'excellence dans des pôles qui auront été consolidés dès maintenant. Je vois une université de recherche vraiment appliquée et fondamentale. Et enfin, je vois une université qui offre une alternative de formation crédible aux jeunes, pas seulement camerounais, mais même de toute l'Afrique. Comment voulez-vous entrer dans l'histoire de l'Université des Montagnes? Professeur Charles Awono sera le président de l'Université des Montagnes qui a apporté quoi concrètement? Comment voulez-vous entrer dans l'histoire? Écoutez, s'il faut entrer dans l'histoire, je dirais que Charles Awono aura apporté le point d'inflexion pour tourner l'université vers la modernité. Merci, professeur. Et ce n'est pas l'espace qui va vous manquer. 250 hectares de terrain à Banenkan. Il y a de quoi rêver. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de quoi faire tout. Mais en regardant ce que j'ai dit, je disais à mes collègues que ça risque d'être petit. Attendez, 250 hectares, c'est petit? Ça risque d'être petit. Vous voulez faire quoi là-bas? Tout simplement parce que vous voyez, on ne réalise pas, on a l'impression que le monde s'arrête là où nous sommes, là, à Banekane. Non. Chaque seconde, nous dit la théorie de la relativité, le monde s'agrandit de 300 000 kilomètres chaque seconde et depuis 15 milliards d'années. 250 hectares, ce n'est même pas un grain de sable. Là, c'est le mathématicien. C'est le mathématicien. Voilà, professeur, merci de nous avoir reçus dans cette université. Messieurs, merci. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire sur Naya TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Mais en attendant, continuez à vous abonner à notre chaîne, c'est Naya TV. Merci et à bientôt.
virgin pulp of our forests. Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée.